Salut tout le monde. J'aimerais tout d'abord vous avouer à quel point il m'est agréable d'assurer pour vous une autre capsule vidéo concernant la querelle de plumes du XVIIe siècle et de remercier les personnes qui aiment mes interventions par le biais d'abonnements, partages et commentaires pour permettre le maximum leur diffusion à large distance. L'objectif, ou plutôt les objectifs de cette vidéo sont, entre autres, savoir les arguments des partisans des anciens et des modernes, savoir analyser l'œuvre de Bernard de Fontenelle, la digression sur les anciens et les modernes en 1688, à travers une petite analyse d'un extrait, et enfin savoir pourquoi appelle-t-on le siècle de Louis XIV le grand siècle ou le siècle d'or, sans oublier bien sûr de parler un peu des événements politiques marquant le XVIIe siècle. L'œuvre intitulée Digression sur les anciens et les modernes, paru en 1688, est écrit par Bernard Le Bouët de Fontenelle, né le 11 février 1657 à Rouen, et mort à Paris le 9 janvier 1757. L'œuvre est une explication et une justification exemplaire pour défendre la prééminence des modernes vis-à-vis des anciens, sous des formes argumentées, solides et subtiles. Tout d'abord, nous allons présenter un aperçu historique des grands événements politiques et religieux qui ont marqué le XVIIe siècle. Et en second lieu, nous entamons la thèse défendue par Fontenelle qui consiste à montrer leur supériorité, en s'appuyant sur des divers arguments afin de convaincre le camp adverse représenté par les partisans des anciens. Le XVIIe siècle commence historiquement par un événement déclencheur, l'assassinat d'Henri IV en 1610, et finit par la mort du roi Soleil Louis XIV en 1715. En 1598, le roi Henri IV accorde aux protestants la liberté de conscience. C'est l'édit de Nantes. Au XVIIe siècle, l'apogée du pouvoir royal devient absolu. Ce siècle est marqué par la guerre de 30 ans, 1616-1648, et par un ensemble de toutes autres guerres afin que les rois récupèrent un maximum de pouvoir. C'est une des raisons pour laquelle on nomme des fois ce siècle le grand siècle. Louis XIII meurt le 14 mai 1643. Son fils n'a alors que 5 ans. Anne d'Autriche force le testament de son défunt mari et se fait reconnaître comme régente à part entière. Elle décide alors de nommer le cardinal Mazarin comme chef du conseil grâce à son habileté de diplomate et son rôle de parrain de Louis XIV. Depuis 1648, la révolte gronde contre le pouvoir de Mazarin et Anne d'Autriche. C'est la fronde conduite par le Parlement, qui n'accepte pas d'augmentation des impôts par Mazarin. En 1653, c'est la fin de la fronde. Le 9 mars 1661, Mazarin meurt. Le lendemain, alors que Louis XIV a 22 ans, il décide de rompre avec l'ancien régime et de gouverner avec un conseil étroit. Il ne nomme pas de remplaçant au poste de Mazarin et récupère une partie des pouvoirs délégués. Louis XIV caractérise son règne par le monarque absolu. Son devise est devenue un seul roi, une seule loi, une seule foi. Le roi catholique oppressait les protestants, surtout après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Les protestants ayant le choix, soit de devenir des catholiques ou bien quitter le territoire. La plupart d'eux ont choisi de quitter le pays. Louis XIV inaugure donc un véritable règne personnel dont sa devise est supérieure à tous. Elle est fière de sa gloire, mais il sait aussi qu'il est en danger, ce qui résulte à une ponction fiscale due à l'absence du capital protestantisme, en plus des impôts des guerres, notamment contre l'Espagne. Ce qui mène à la fronde des parlementaires qui ont été oppressés par le pouvoir monarque du roi. Cette fronde, 1648-1653, n'affaiblit pas le pouvoir royal, au contraire, elle l'accentue. Le grand siècle de Louis le Grand, relativement glorieux pour la France, a connu, comme bien d'autres, ses préjugés, ses réussites et ses limites. Convaincu de l'avantage des modernes, Bernard Le Bouët de Fontenelle devient le deuxième homme après Charles Perrault, 1628-1703,
auteur de l'œuvre Le siècle de Louis le Grand, paru en 1687, qui renonce d'une manière spectaculaire la querelle des anciens et des modernes, en critiquant, pour la première fois, d'une manière directe la tradition, voire même l'idée de la tradition, à travers un discours, et l'occasion de ce texte est très particulière. Il s'agissait d'un discours qui a été prononcé le 27 janvier 1687 à l'Académie française pour célébrer l'heureuse guérison du roi Louis XIV, roi Soleil. Ce texte est la cause principale d'un débat littéraire appelé « guerre de plumes » entre les partisans des anciens et les partisans des modernes. Charles Perrault, le chef de file des modernes, a déclenché officiellement cette querelle de plumes entre les partisans des anciens et les partisans des modernes. Ces derniers essaient de rejeter les auteurs et les œuvres antiques gréco-romaines, mettre en valeur de formes d'expression plus actuelles et adéquates au XVIIe siècle, et céder les cerveaux des écrivains et poètes à l'imagination plutôt qu'à l'imitation. C'est cette thématique de base qui, l'année suivante, en 1688, sera reprise et développée sous des formes beaucoup plus argumentées, solides et subtiles par Bernard de Fontenelle, membre déjà éminent du Parti des modernes, dans sa digression sur les anciens et les modernes, où il a exposé une doctrine cohérente et forte de la modernité, qui tranche par sa rigueur et sa complexité sur la stratégie partisane et fictionnelle de Perrault. Le deuxième homme est considéré comme un esprit brillant, permettra aux idées des modernes de mieux se diffuser. Pour mieux comprendre les arguments de Fontenelle dans sa digression, on prend le texte suivant comme exemple. Un bon esprit cultivé est, pour ainsi dire, composé de tous les esprits des siècles précédents. Ce n'est qu'un même esprit qui s'est cultivé pendant tout ce temps-là. Ainsi, cet homme qui a vécu depuis le commencement du monde jusqu'à présent a eu son enfance, où il ne s'est occupé que des besoins les plus pressants de la vie. Sa jeunesse, où il a assez bien réussi aux choses d'imagination, telles que la poésie et l'éloquence, et où même elle a commencé à raisonner, mais avec moins de solidité que de feu. Elle est maintenant dans l'âge de virilité, où il raisonne avec plus de force et a plus de lumière que jamais. Mais il serait bien plus avancé si la passion de la guerre ne l'avait occupé longtemps. On lui avait donné du mépris pour les sciences, auxquelles elle est enfin revenue. Dans ce texte, on peut trouver une explication et une justification exemplaire de l'esprit de la modernité, ou du moins d'une certaine modernité. Il propose des opinions, plutôt des arguments à l'autrui en lui donnant des bonnes raisons d'y adhérer. Commençons par confirmer avec certitude que l'homme au XVIIe siècle raisonne mieux que celui des siècles précédents, par un cumul des savoirs grâce au temps. Il a dit « Un bon esprit cultivé est composé de tous les esprits des siècles précédents ». Ce paragraphe est une apologie du Parti des modernes. Ainsi, Fontenelle débute avec un argument concret et réel que le camp adverse ne peut pas nier. Fontenelle passe dans un deuxième lieu à un argument de cadrage, qui consiste à mettre l'accent sur un aspect précis du thème abordé, auquel les anciens n'avaient pas obligatoirement pensé. Quand il a établi une correspondance entre la croissance normale par tranche d'âge avec l'évolution humaine normale à travers un itinéraire des ères depuis l'existence de l'homme sur Terre jusqu'à la période contemporaine, c'est-à-dire l'époque du XVIIe siècle. C'est comme, par cette opposition, Fontenelle fait correspondre l'âge de l'Antiquité à l'enfance, où l'homme ne satisfait que leurs besoins naturels de la vie, ou même à l'âge de la jeunesse, où il a bien réussi aux choses d'imagination. Il a dit réussi aux choses d'imagination telles que la poésie et l'éloquence. Et même s'il commence à éprouver, à raisonner, mais avec moins de solidité que du feu, et avec moins de lumière, comme il a dit. Cependant, l'homme atteint l'âge adulte,
l'âge de maturité et de virilité, où il raisonne plus grâce à sa maturité. Fontenelle emploie la comparaison de supériorité plus afin d'énoncer la supériorité des modernes qui sont à l'âge de la maturité par le biais de cumul de connaissances de le temps. À ce fait, et par le processus réel et scientifique d'évolution de l'homme, l'auteur des digressions défend sa thèse et accuse la mentalité des anciens quand ils ont préféré depuis longtemps la guerre à la paix et l'ignorance à la science, ce qui est un facteur important dans le ralentissement de la capacité mentale de l'homme et d'accélérer le progrès. Il a dit, il serait bien plus avancé si la passion de la guerre ne l'avait occupé longtemps et ne lui avait donné du mépris pour les sciences. Fontenelle met l'humanité à son apogée au siècle d'or, le siècle de la science par excellence. Ainsi, le progrès scientifique est l'un des principaux arguments sur lesquels les partisans des modernes se basent. En effet, Fontenelle insiste ainsi sur une réalité vécue et celle du retour immédiat des gens vers la science. Il a dit les sciences auxquelles elle est enfin revenue. L'auteur des digressions est un homme de science. Il a aussi joué un rôle exceptionnel en raison de la polyvalente et de la versatilité de ses compétences et de ses facultés. Il est membre de l'Académie française en 1691 au titre d'auteur de poésie galante et de livrets d'opéra à succès. Il a également été pendant près de 40 ans à partir de 1699 le secrétaire de l'Académie des sciences dont Fontenelle a fondé avec d'autres scientifiques l'histoire des sciences. Elle représente ainsi exemplairement l'intellectuel moderne, capable de pratiquer tous les jours de l'esprit à une époque où la culture, sciences et arts associés est devenue affaire d'État. Ce qu'on a appelé l'État culturel est une création du XVIIe siècle lorsqu'il s'engage dans la querelle des anciens et des modernes en 1688. Enfin, on aboutit au récapitulatif suivant. Parler de culture de l'esprit, c'est considérer celui-ci non seulement comme une donnée naturelle, par définition statique, mais comme étant engagé dans une dynamique d'amélioration, sinon de transformation, dynamique qui prend concrètement la forme d'un apprentissage. Pour l'esprit, se cultiver, c'est passer d'une étape à une autre de son développement, à la manière d'un enfant qui devient adulte et mûr, et c'est le cas entre les anciens et les modernes. Fontenelle dessine ici le programme d'une histoire moderne dont l'objet ne serait plus comme dans l'histoire traditionnelle, les batailles et les conquêtes, mais les sciences, les raisonnements et les esprits modernes des peuples. En guise de conclusion, on désigne historiquement que le XVIIe siècle comme le siècle des grandes querelles littéraires et que Charles Perrault, le chef de file des modernes, a déclenché officiellement cette querelle de plumes entre les partisans des anciens et les partisans des modernes. Ces derniers essaient de rejeter les auteurs et les œuvres antiques gréco-romaines, mettre en valeur de formes d'expression plus actuelles et adéquates au XVIIe siècle, et céder les cerveaux des écrivains et poètes à l'imagination plutôt qu'à l'imitation. Le deuxième homme, Fontenelle, elle est considérée comme un esprit brillant permettra aux idées des modernes de mieux se diffuser. Dans ses digressions sur les anciens et les modernes, elle expose une doctrine cohérente et forte de la modernité. Cependant, les partisans des anciens admirent les auteurs antiques comme des modèles d'inspiration, mais non seulement de simple imitation, et ils ne voient pas leur époque comme la plus grande qui ait existé. Les auteurs admirés sont les suivants. Au point de vue de la littérature grecque, on trouve ce qui concerne l'épopée, Homère, Hésiode. En ce qui concerne la tragédie, Échille, Sophocle et Euripide. Et ce qui concerne la fable, Ésope. Et pour les auteurs latins, on trouve dans l'épopée Virgile et la tragédie Sénèque et pour la fable Phèdre. Après le discours de Perrault, tous les gens de lettres, ou du moins tous qui s'intéressent à la littérature, avaient choisi leur camp. Il n'y avait pas de neutralité.
Du côté des partisans des anciens, les auteurs principaux étaient Nicolas Boileau, 1636-1711, Jean de La Fontaine et encore Jean Racine, 1639-1699. En effet, les anciens répètent à chaque occasion et en permanence leur fameuse citation rapportée à la Bruyère, « Tout est dit ». Le 30 août 1694, Perrault et Boileau s'embrassaient en public à l'Académie française, déclarant la réconciliation des deux partis opposés. Ainsi, la querelle des anciens et des modernes du XVIIe siècle touche à sa fin, sans vainqueur ni vaincu.